J'avais 20 ans et j'étais déjà mère de 2 enfants de moins de 3 ans. J'avais le choix entre avoir 2 emplois pour essayer de nourrir mes enfants ou aider une autre famille à connaître la joie que je vivais. Je pensais que pouvoir élever mes enfants tout en restant à la maison avec eux était ce que je pouvais espérer de mieux. J'ai facilement des enfants. Et le sort des gens qui ont du mal à en avoir ou qui ne peuvent pas est quelque chose qui me touche réellement. La stérilité est un problème ancestral. C'est quelque chose que nous connaissons depuis la nuit des temps. Jusque dans les années 70, la médecine ou la technologie ne pouvaient pas grand-chose pour les gens qui avaient du mal à avoir des enfants. Cependant, après la naissance de Louise Brown, à la fin de ces années-là, c'est un tout nouveau domaine de technologie de la reproduction qui s'est ouvert. Je comprends très bien les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais qui souhaitent en avoir, ainsi que le profond sentiment de manque que ressentent les personnes qui doivent faire face à la stérilité. Par contre, il faut prendre certaines choses en compte. Jusqu'où aller et à quel prix? Ou encore, quelles sont les limites à ne pas dépasser pour permettre aux gens de satisfaire leurs désirs innés? Lorsque j'étais une jeune infirmière et que je travaillais à l'hôpital, les infirmiers désignaient toujours les femmes en utilisant le terme reproductrice. Lorsque nous avons interrogé Gail, l'une des mères porteuses, elle nous a parlé de son combat judiciaire pour obtenir la garde des enfants qu'elle avait conçus et mis au monde. Elle était mère porteuse pour son frère. L'avocat qui défendait son frère dans ce combat judiciaire pour la garde dit quelque chose du genre «Il suffit juste de changer la loi pour que celle-ci reconnaisse que certaines femmes sont destinées à être utilisées comme reproductrices». En dehors des États-Unis, et plus particulièrement en Inde, en Thaïlande et au Mexique, où le marché de la maternité de substitution impliquant des femmes d'une extrême pauvreté ne cesse de se développer, on constate que les femmes sont réellement traitées comme telles. Je connais Marvin depuis le milieu des années 90. Nous sommes sortis ensemble quelques fois. Nous avons vite réalisé que ce n'était pas vraiment le grand amour. Nous n'étions pas dans une relation sérieuse, mais nous souhaitions désespérément devenir parents. Mon frère, son partenaire et moi-même sommes allés à Mexico. Nous étions sur la plage en train de manger lorsqu'un couple du même sexe, accompagné de 2 enfants, est passé près de nous. Ils ont commencé à parler de leur situation, que leur sœur avait donné naissance aux enfants avec leur sperme. À ce moment-là, j'ai dit que j'étais prête à donner mes ovules, mais je ne souhaitais pas porter l'enfant. Tout au long des 18 mois suivants, ils ont essayé de me convaincre de le faire. Ils me demandaient si je voulais bien porter l'enfant. Je suis allée sur Internet et j'ai découvert des sites où l'on pouvait passer des annonces pour devenir une mère porteuse. Il y avait beaucoup d'annonces sur ces sites. J'en ai mis une aussi, juste pour voir ce qui allait se passer. J'ai finalement été contactée par une femme qui habitait dans ma région. Elle avait déjà des ovules provenant d'un donneur, le sperme de son mari, et disposait d'embryons congelés. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour les porter. Nous sommes bien entendus et nous avons fait transférer 2 embryons. C'était une expérience formidable. C'était génial. J'ai donné naissance à des jumelles. Elle m'a payé 15 000 $ en plusieurs mensualités. Juste 1 an après avoir donné naissance aux jumelles, j'ai accouché de ma propre fille. Environ 2 ans après, j'ai dû choisir entre reprendre le travail et travailler de nombreuses heures ou rester à la maison avec mes enfants. Mon expérience en tant que mère porteuse avait été tellement formidable que j'ai pensé pourquoi ne pas recommencer. J'ai publié une autre annonce. J'ai été contactée par une autre femme habitant dans ma région. Nous nous sommes rencontrés peu de temps après et le contact a été positif. Donc, nous sommes passés à l'étape suivante. J'ai appris qu'il existait 2 types de maternité de substitution. Vous pouvez le faire avec votre propre enfant biologique ou à l'aide d'ovules provenant de donneurs ou de quelqu'un d'autre. J'ai d'abord opté pour la maternité gestationnelle car grâce à cela, il ne s'agirait pas de mon enfant biologique. Je n'aurais pas de lien avec lui et cela me paraissait plus facile. Cependant, en recherchant des informations sur le sujet, j'ai beaucoup appris sur les traitements médicaux à subir pour assurer une maternité gestationnelle. Je suis plutôt le genre de personne à favoriser les méthodes naturelles et holistiques. Par conséquent, l'idée d'avoir ce genre de choses dans mon corps ne me convenait pas. J'étais prête à le faire pour un couple d'homosexuels et non d'hétérosexuels car je pensais que je n'arriverais pas à prendre mes distances par rapport au rôle de la mère éventuelle. L'histoire de Gail m'a beaucoup touchée quand je l'ai entendue, car j'entends souvent dans mes voyages et au cours de conversations je pourrais être mère porteuse pour mon ami. Je porterai les enfants de ma sœur sans hésiter. Alors que beaucoup de gens pensent que personne ne devrait, vous savez, faire appel à des mères porteuses inconnues que l'on rencontre sur Internet ou partir en Inde pour en trouver une, l'argument est le suivant. Tout se passe en famille ou entre amis uniquement.
Donc, le cas de Gail est unique, car c'est exactement son histoire. En tant que femme ayant atteint la quarantaine et n'ayant jamais eu d'enfant, elle a décidé de quitter sa maison au Texas pour aller dans le New Jersey et devenir mère porteuse pour son frère et son partenaire. À cause de son âge, ils ont dû également utiliser les ovules d'une donneuse. Un jour, il a dit quelque chose du genre « Que penserais-tu de devenir mère au foyer et d'assurer ton confort financier ?» Et je ne savais pas trop ce qu'il voulait dire par là, car il était évident que nous n'entretenions pas une relation amoureuse. J'ai donc commencé à le questionner là-dessus. À un moment, il a finalement proposé que l'on s'exprime par écrit. Pourquoi ne pas écrire ce que chacun de nous attend de cela? J'ai écrit les questions que j'avais à lui poser. Parles-tu d'un couple marié ayant une relation normale? Parles-tu d'un couple marié entretenant une relation platonique pour le bien des enfants? Parles-tu d'insémination artificielle ou de fécondation in vitro? À partir de là, c'était moi qui fournissais des informations, que je possède encore aujourd'hui, sans que lui ne fournisse de précision. Il n'a jamais rien écrit. Nous avons continué à discuter et j'ai finalement compris que non, il ne parlait pas de mariage, il ne parlait pas de vivre ensemble. J'ai également compris que je mettrais moi-même l'enfant ou les enfants au monde et deviendrais mère au foyer pendant qu'il assurait l'aspect financier de tout cela. Notre but est de mettre les gens en relation dans le cadre de partenariats de parenté, dans l'idée de les aider à trouver le partenaire qui leur convient. J'ai travaillé dans le domaine de la cellule familiale moderne pendant un certain temps dans le cadre de mes recherches, mais aussi dans le cadre de mes intérêts personnels lorsque j'avais la trentaine. Je pensais, du moins à cette époque, que je serais établi lorsque j'aurais atteint les 35 ans. J'aurais un partenaire. Vous savez, avoir 2,2 enfants, une clôture à latte blanche et ce genre de choses. Néanmoins, je me suis retrouvé célibataire à 35 puis 36 ans. Le travail de Family by Design est de familiariser les gens avec l'idée qu'ils trouveront peut-être la bonne personne pour établir un partenariat parental. Les aspects d'un partenariat parental dépendent strictement des souhaits des parents. Il n'existe donc pas de concept taille unique. J'ai pu voir des partenariats parentaux où les personnes décidaient de s'installer ensemble. S'il n'y avait pas de relation amoureuse, ils pouvaient faire chambre à part tout en étant tous deux présents dans le foyer, ou encore vivre à quelques pâtés de maison ou à quelques kilomètres l'un de l'autre. De nombreux clients finissent par faire appel à des mères porteuses pour de nombreuses raisons. L'une des plus courantes est qu'un couple hétérosexuel peut finir par rencontrer des problèmes et que la femme n'a plus la possibilité de mener seule une grossesse à terme. Des problèmes de santé peuvent l'empêcher de faire des enfants. Pour les couples masculins, la maternité de substitution représente le seul choix possible. J'ai souvent tendance à plaisanter à propos du syndrome Liz-Lemon, ou plutôt l'idée que les hommes et les femmes passent le plus clair de leur vie à travailler pour leur carrière, à favoriser leur développement personnel, à voyager et à rechercher de nouvelles expériences de vie, tout en remettant le développement familial et leurs responsabilités dans ce domaine à plus tard. Dans notre programme, nous passons beaucoup de temps à expliquer aux patients qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens peuvent choisir de faire appel à une mère porteuse. Mais le plus important est qu'ils se sentent entièrement protégés en leur assurant que notre rôle, nos objectifs et notre mission première seront toujours de les aider à fonder une famille. Il ne s'agit pas de créer la famille de quelqu'un d'autre, mais la leur. Peu de temps après la rencontre, nous avons été voir le médecin spécialiste et le processus a pu commencer. 2 embryons ont été transférés. Je suis tombée enceinte d'un seul enfant. La grossesse s'est très bien déroulée. Au cours d'une échographie, nous avons constaté que le fœtus n'avait pas d'os nasal, qu'il avait l'intestin échogène et qu'il existait de nombreux autres signes non négligeables du syndrome de Down. À ce moment, la mère s'est levée et m'a laissée seule dans le bureau du docteur. Elle était partie. J'étais effondrée. Il m'avait donné 20 000 $ pour cette grossesse. Les femmes porteuses expérimentées peuvent demander un peu plus. Ils ont été très coopératifs sur ce point. L'enfant est né prématuré et à sa naissance, ils m'ont donné le reste de ce qu'ils me devaient. Je n'en avais pas fait la demande. Il m'avait dit plusieurs fois qu'il me paierait 22 000 $ pour faire cela.
Et je leur avais dit que je ne voulais pas de cet argent. Le bébé n'a que faire de l'argent. Ce n'est pas de cela dont il souffre. Le bébé souffre de la séparation et du manque de cette mère qu'il connaît. Toutes ces sommes d'argent impliquées représentent quelque chose de terrible, car elles font de l'enfant un objet. C'est presque de l'esclavage ou quelque chose comme ça, de les vendre et de les acheter. Je suis une enfant de mère porteuse traditionnelle. Les parents qui m'ont élevée ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mon père était mon père biologique, mais la mère qui m'a élevée était ma mère adoptive. À l'âge de 26 ans, j'ai retrouvé ma mère biologique. En tant qu'enfant de mère porteuse, et bien que je m'efforce de croire que la maternité de substitution puisse être fondée sur la compassion, il m'est difficile de ne pas penser à l'aspect financier. Il y a le sentiment qu'à la base, vous êtes acheté par la famille qui vous élève. Finalement, vous n'êtes qu'un produit. Aux États-Unis, un gros pourcentage de femmes qui décident de devenir mères porteuses sont des femmes de militaires. La femme de militaire correspond au profil recherché. Les mères porteuses doivent en général avoir déjà eu des enfants. Cela prouve qu'elles sont en mesure de mener un enfant, à terme, avec succès. Les femmes de militaires se marient souvent jeunes, puis ont des enfants. De plus, elles ne disposent pas de revenus élevés. Dans les publicités, on nous montre la façon dont elles font cette chose merveilleuse qui est d'aider quelqu'un à avoir un enfant. Leurs maris sont à l'étranger et il s'agit pour elles d'un bon moyen de gagner 20 000 ou 30 000 $ en restant à la maison et en étant une bonne mère pour leurs enfants. De plus, elles ont un grand besoin d'argent. Pour réaliser ce film, nous avons contacté une femme de militaire qui a été mère porteuse à de nombreuses reprises. Elle a accepté de nous rencontrer. Nous avons réservé ses billets d'avion, nous avons organisé son hébergement complet en chambre d'hôtel, puis elle m'a contactée en disant qu'elle ne pourrait pas venir et qu'elle ne serait pas en mesure de participer à la réalisation du film, car elle en avait parlé à son mari et à plusieurs familles pour lesquelles elle avait été mère porteuse et que ces derniers ne souhaitaient pas qu'elle apparaisse dans le film. Tania a connu une expérience similaire. Pendant sa grossesse en tant que mère porteuse, elle était très active sur de nombreux blogs et salles de discussion en ligne, où les mères porteuses parlent de leur grossesse et de la façon dont les choses se passent et obtiennent des conseils. Puis elle a commencé à faire part de ses inquiétudes, qui étaient de savoir si elle avait fait le bon choix ou non. Elle a rencontré une forte opposition, au point de voir ses commentaires supprimés et bloqués, puis elle a été bannie de ces salles de discussion en ligne, sans être en mesure d'engager la moindre conversation. Donc si une personne fait part de ses inquiétudes, elle rencontre une forte opposition de la part des professionnels de l'industrie et des gens qui cherchent à gagner beaucoup d'argent grâce à la maternité de substitution. Lorsque l'argent et la signature de contrats sont impliqués dans la création d'enfants, ce qui est souvent le cas, c'est la loi qui entre en ligne de compte lorsque les choses tournent mal. En matière d'achat et de vente d'enfants, au sens littéral du terme, il existait un réseau en Californie où les femmes tombaient enceintes avant que des familles d'accueil n'aient été identifiées pour élever les enfants qui étaient vendus. Il s'agit là d'un cas de vente d'enfants avéré. Lorsque vous écoutez les partisans de la maternité de substitution, ils prennent à titre d'exemple des États comme l'Illinois, où vous pouvez contourner l'ensemble des procédures d'adoption qui comportent toutes sortes d'assurances de qualité et des mesures de sécurité. Ces mesures s'adressent au problème de la vente d'enfants. De graves préoccupations ont été exprimées concernant la différence que cela représente pour les personnes pauvres. Les riches peuvent souvent se permettre de contourner les procédures d'adoption, de trouver une mère porteuse, d'exécuter l'accord et d'obtenir l'enfant sans suivre les mesures mises en place pour protéger au mieux les intérêts de ce dernier. Les tribunaux de Californie ont statué qu'il n'existait pas de lien entre l'adoption et la maternité gestationnelle. La mère porteuse est considérée comme une sorte de réceptacle. Les préoccupations sont importantes lorsque l'argent rentre en jeu. Il nous restait 3 embryons en bonne santé et nous avons fini par tous les faire transférer. Et je suis tombée enceinte avec l'un d'eux. Tout s'est bien passé jusqu'à la 8e ou 9e semaine, où nous avons perdu l'enfant. Lors de cette grossesse, comme lors de la dernière, il me versait un certain montant tous les mois. Mais lorsque nous avons perdu le bébé, ces versements ont cessé. À ce stade, et étant donné que nous n'avions plus d'embryons, j'ai dit « Je continuerai à vous aider si vous le décidez ». La mère a décidé de continuer, de prélever un nouvel ovule et de créer d'autres embryons. Nous en avons fait transférer 2 que nous savions être des garçons. Tout se passait bien. Nous avons rendu visite au docteur à 8 ou 9 semaines et avons constaté qu'il n'y avait qu'un seul battement de cœur. Nous avions perdu l'un des garçons. J'ai commencé à me faire des injections et à prendre les médicaments pour me préparer à l'insémination artificielle. Malheureusement pour moi, mon taux d'hormones avait chuté et donc ils n'ont pu procéder à l'insémination. Nous avons donc décidé d'essayer à nouveau. Le docteur a dit « Eh bien, vu votre âge, nous vous recommandons fortement d'utiliser les ovules d'un donneur. »
Nous sommes allés à la clinique et avons parcouru le registre des donneurs. Nous avons choisi une femme avec laquelle je n'avais aucun point commun, mais dont les idées nous plaisaient. Le premier cycle de fécondation in vitro s'est déroulé le 1er novembre 2011, mais n'a rien donné. À ce stade, nous avons presque abandonné. Mais nous en avons discuté avec Marvin et nous avons décidé d'essayer encore une fois. Il a commencé à dire peut-être que nous devrions tout simplement faire appel à une mère porteuse. Et j'ai répondu, eh bien oui, on pourrait, je n'y verrais pas d'inconvénient. Nous avons procédé à la fécondation in vitro le 10 janvier pour la seconde fois. Et 2 semaines plus tard, j'ai été faire un test de grossesse qui s'est avéré positif. Au tout début, nos relations étaient bonnes. Nous pensions que tout allait bien se passer. Lorsque je suis tombée enceinte, les relations entre mon frère et moi se sont considérablement détériorées. Environ un mois après que je sois tombée enceinte, tout s'est écroulé. Mon frère me répétait sans cesse que j'étais grosse et paresseuse. Une fois, il m'a fait tondre un jardin, à 4 mois de grossesse et enceinte de jumeaux. Il voulait que je repeigne la maison. Alors, ça a explosé. Et alors que je montais dans la voiture pour m'en aller, il m'a demandé « Comment fait-on pour les enfants ?» J'ai répondu qu'on aurait de la chance si... Enfin, vous voyez, avec tout ce stress que j'avais subi. Il s'est tourné vers moi et a dit « Je trouverais bien une autre greluche pour porter mes enfants. » Sean m'a appelé et m'a demandé s'il pouvait me parler. Nous nous sommes rencontrés et il a suggéré que j'avorte, puis que je rentre au Texas. Il a dit que tout ne se passait pas comme prévu et qu'il ferait appel à une autre mère porteuse pour donner naissance à leurs enfants. Nous avons pris rendez-vous pour passer une nouvelle échographie. La personne qui effectuait l'échographie était très silencieuse, n'en disait pas trop et ne répondait à aucune de nos questions. Elle a fini par dire « Je vais chercher le médecin, je reviens tout de suite ». À ce moment, nous avons compris que quelque chose n'allait pas. Le docteur est arrivé, elle a remplacé l'autre personne et a commencé la radiographie. Elle nous a regardés, puis elle a dit « Je ne sais pas comment vous l'expliquer dans des termes que vous pourriez comprendre dans l'immédiat ». Alors, la mère s'est levée, puis elle est sortie en me laissant seule, une fois encore. J'étais écroulée. Pas seulement pour moi, mais aussi pour elle, et le bébé. Je lui en voulais tellement d'être partie, de me laisser seule face à des sentiments que je n'aurais jamais dû avoir à ressentir. Ce n'était pas mon bébé. On a fini par apprendre que le côté gauche du cerveau de l'enfant était atteint d'une schizoencéphalie unilatérale à lèvres ouvertes. Nous avons pris rendez-vous avec un neurologue. Il a observé les radios et a dit quelque chose comme « ça n'a pas l'air très bon ». Une grande partie de son cerveau est manquante. Chaque cas est différent. Il se peut qu'aucun signe ne se manifeste avant un certain âge. Bien sûr, la mère était vraiment bouleversée. Lorsqu'on est ressorti, je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit « c'est à toi de décider ce que tu veux faire, si tu souhaites que l'on continue cette grossesse ou non ». Quand j'y repense, je regrette. Une mère porteuse a des jumeaux. L'un d'eux est atteint du syndrome de Down. Dans cette situation, elle peut être confrontée au fait que les parents supposés ne souhaitent pas avoir un enfant souffrant de ce syndrome et suggèrent ou recommandent que la grossesse fasse l'objet d'une intervention afin de ne pas garder ce dernier et de n'accoucher que d'un seul enfant. Si la mère porteuse n'est pas d'accord, cela peut poser problème. J'ai passé une échographie et j'ai découvert que j'étais enceinte de 2 enfants. Il y avait bien 2 battements de cœur distincts et c'était pour moi un vrai miracle. Je me disais, oh mon Dieu, ce sont les battements de leur cœur. Nous étions à la clinique et l'une des personnes avec laquelle nous avons parlé a mentionné le coût élevé des grossesses à haut risque, en particulier en cas de grossesse multiple. Il a alors paniqué. Il a commencé à dire des choses du style « Oh mon Dieu !» Je pensais qu'il connaissait les coûts à l'avance. Je suis presque tombée à la renverse de voir qu'il semblait si choqué par le coût final éventuel. Puis il a dit « Je crois qu'il faut que tu fasses une demande de couverture médicale. » Pour un couple, obtenir une donneuse d'ovules et une mère porteuse, c'est très très cher. Vous savez, on plaisante parfois là-dessus en disant que tout le monde aime les promotions. Mais là, vous en avez 2 pour le prix d'un. Il s'agit d'un processus très difficile et éprouvant pour les gens, et je comprends bien pourquoi ils ne seraient pas prêts à le refaire. En général, les agences facturent entre 8 000 et 10 000 $. C'est ce que je crois. Comme nous ne sommes pas impliqués, je ne sais pas. Le coût total de la maternité de substitution peut se situer entre 40 000 et 70 000 $, ou même 100 000 $, qu'il y ait 1 ou 2 enfants. Par conséquent,
avoir des jumeaux constitue une mince compensation dans ce domaine. Parce qu'une mère porteuse est en général en bonne santé et a peu de risques de rencontrer des complications, il n'est pas impossible qu'elle ait des jumeaux. La maternité de substitution préoccupe de nombreuses personnes. Et lorsque l'on en vient à des conversations portant sur l'éthique ou les risques pour les femmes, les avis de personnes venant de tous les horizons se rejoignent. Nous avons eu une conversation avec Mona Lisa Wallace dans le bâtiment des femmes à San Francisco. Il a aussi été signalé que jusqu'à 4 ou 5 embryons sont implantés dans ces fermes industrielles humaines. Par conséquent, les femmes qui subissent ces multiples grossesses sont beaucoup plus exposées au risque de mortalité maternelle. Ils ont décidé d'interrompre la grossesse. Le docteur qui avait pratiqué la première échographie a accepté de procéder à l'avortement elle-même. J'avais besoin de prendre du recul. Je devais moi aussi prendre une décision. Oui, il s'agissait de leur enfant, mais c'était mon corps. Et c'est moi qui allais subir l'opération, ce qui me semblait très, très dur à accepter. J'ai réalisé que la décision finale m'appartenait. C'est moi qui devais donner mon consentement pour retirer la vie à ce petit garçon. Je suis mère également. Qu'est-ce que je ferais s'il s'agissait de mon propre enfant? J'ai fini par en parler à un autre docteur, le plus éminent expert mondial travaillant sur la schizodéphalie. Après avoir observé les images, ce docteur a dit qu'aucune raison ne permettait d'affirmer que ce petit garçon ne pourrait ni parler, ni marcher, ni vivre une vie normale. À ce moment-là, j'ai dit « ça suffit. Je ne veux pas décider de qui doit vivre ou mourir. Je ne pourrai jamais vivre en paix en sachant que j'ai ôté la vie à ce petit garçon. » Ils ont essayé de me contacter alors que j'essayais simplement de prendre du recul. J'ai dit à la mère que je ne pouvais pas faire cela. Je ne pourrais plus vivre en paix. Je ne pourrais pas le faire. Le père a ensuite pris le téléphone et m'a dit que j'aurais à subir les séquelles spirituelles du non-respect de leur décision. J'ai trouvé cela si cruel. Je devrais également vivre avec mes propres séquelles spirituelles. Et pour moi, seul le bon Dieu peut décider de qui doit vivre ou mourir, et non pas moi. J'étais contente de ma décision, en sachant que si Dieu voulait ôter la vie à ce petit garçon, il l'aurait fait. Je n'avais pas le droit de le faire moi-même. J'en étais à 21 semaines, donc nous n'avions littéralement plus qu'une semaine ou deux pour prendre une décision, car la loi de cet État stipule qu'au-delà de 22 semaines, il n'est plus possible d'avorter. Je pense que quelque part, j'attendais que cette porte de sortie se referme avant de commencer à leur en parler. J'ai fait appel à un représentant légal, et c'est ce qu'ils ont fait également. Nous n'avions jamais signé de contrat. Ils étaient toujours signés à la fin. La grossesse a continué. Ils ont clairement affirmé qu'ils ne souhaitaient pas cet enfant. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne pouvais pas garder cet enfant à la maison. Une femme s'est présentée et a dit « Nous le voulons ». J'ai un autre petit garçon qui souffre de la même condition, donc nous le voulons. Je souhaitais pouvoir revenir vers eux en disant « J'ai pris moi-même la décision de garder cet enfant. Mais si vous n'en voulez pas, voici quelqu'un qui en veut. » L'avocat a commencé à établir des contacts. Et ils ont dit « Nous le voulons. C'est notre fils, nous allons le prendre. » J'étais constamment fatiguée. J'ai immédiatement pris du poids. Et après environ 3 mois, je ne pouvais vraiment plus mettre de chaussures. À la fin de la grossesse, j'ai encore pris 9 kilos en 1 ou 2 semaines. Je me suis réveillée au milieu de la nuit sans pouvoir respirer. Je ne pouvais plus voir. Je ne pouvais plus voir en couleur. Je pouvais distinguer ce qu'il y avait autour de moi, mais je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus voir les touches de mon téléphone pour appeler. J'ai descendu les escaliers et je suis sortie sous le porche pour appeler à l'aide, parce que je ne pouvais pas téléphoner. Les personnes au rez-de-chaussée ont appelé une ambulance. J'étais consciente lorsqu'ils sont arrivés. Je leur ai parlé. J'ai demandé de l'oxygène. Ils m'en ont donné. Je me souviens avoir dit « Ce n'est pas allumé » et je n'arrêtais pas de tourner le bouton. Nous sommes sortis de l'ambulance et la dernière chose que je me souviens avoir dite en montant l'escalier est « Je n'arrive pas à croire que vous me fassiez marcher ». Je ne me souviens de rien d'autre. J'ai perdu conscience et je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé jusqu'au soir suivant lorsque je me suis réveillée. Les bébés sont nés environ 2 semaines avant terme. J'ai subi une césarienne en urgence. Apparemment, 3 médecins étaient présents dans la salle d'urgence. Ils sont venus me voir après. L'un d'eux a dit que j'avais frôlé la mort de quelques minutes.
L'autre médecin a dit que j'étais tombée dans un coma accompagné de crises. Et le dernier a affirmé que mon cas était le pire qu'il n'ait jamais vu. Je me sentais tellement malheureuse et malade. Marvin avait insisté pour que je rencontre son représentant légal afin que je signe un document au cas où quelque chose m'arriverait pendant l'accouchement. J'ai finalement cédé. Cet accord stipulait entre autres que j'acceptais de ne pas quitter le Texas au cas où je panique et que je décide de m'enfuir ou quoi que ce soit. Et aussi que je n'empêcherais pas Marvin d'être présent à l'hôpital lors de la naissance des bébés. Il stipulait aussi que je ne me mettrais pas à boire de l'alcool ou à prendre des drogues interdites et ce genre de choses, ou encore à fumer des cigarettes, chose que je ne fais pas dans tous les cas. Il y avait une phrase qui contenait un mot étrange et c'est cela qui m'a rattrapée par la suite. Parce que j'avais accepté de signer ce document pour en finir. Je voulais juste rentrer à la maison et me reposer. J'ai donc fini par signer ce document et ce fameux mot qu'il contenait signifiait plus ou moins que je n'avais reçu aucun paiement pour mes services. J'y ai jeté un œil et cela m'a paru étrange. Il ne s'agissait pas de service. Et c'est ce qui leur a donné les moyens de prétendre que je n'étais pas la mère. Ils ont ensuite utilisé ce document après la naissance des enfants pour prétendre qu'il s'agissait d'un contrat de maternité de substitution. Il ne s'agissait que d'une déclaration sous serment, un affidavit, mais ce n'était pas considéré comme un contrat, car elle n'avait passé d'accord avec personne. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais ressentir. Jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital, je pensais que tout allait bien se passer. Elle était née, tout était OK le premier jour. Puis le matin suivant, je me suis retrouvée complètement abasourdie à l'hôpital tout en me demandant « Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Non, vraiment, qu'est-ce qu'il se passe ici ?» J'ai ensuite observé les infirmières montrer au papa de la petite la façon de lui donner son bain. Et j'ai réalisé qu'il fallait qu'elle lui montre cela. Tout d'abord parce que ce n'est pas naturel. Ensuite, c'est aussi parce que je n'allais pas être là pour le faire. Mon obstétricien est alors entré et m'a posé quelques questions sur mes sentiments. Et je me rappelle qu'ils se sont tous dirigés vers la sortie et qu'il est revenu un peu sur ses pas en me regardant et en demandant tout bas « Ça va aller ?» Et j'avais juste envie de dire « Non. » C'était quelqu'un qui voyait naître des bébés tous les jours et il avait compris, avec tout ce qu'il avait vu, ce qu'il avait pu voir. Lui qui avait fait mettre au monde des milliers et des milliers d'enfants, il m'avait aidé à mettre au monde mon enfant qui est presque âgé de 16 ans. Je suis certaine qu'il connaissait mieux que quiconque les liens qui unissent une mère à son enfant. Et c'était pour lui la première fois qu'il était confronté à ce type de situation. J'observais aussi ma fille porter ce bébé dans les bras. Elle n'était pas bien non plus. Elle adorait les bébés. Qu'est-ce que j'ai cru? J'avais 2 filles à l'époque et quand ma seconde fille est née, c'était l'événement le plus important qu'elle ait connu dans sa vie et c'était pour elle la meilleure chose qui pouvait arriver. Comment ai-je pu croire un instant que je pourrais donner un bébé et que ma fille n'en serait pas affectée? En y repensant, je me dis qu'elle était très jeune, mais que j'aurais pu lui demander son avis. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Je suis certaine qu'elle aurait dit « Non, je ne suis pas d'accord ». C'est à ce moment que tout cela m'est venu à l'esprit. Oh, il n'y a pas qu'elle et moi, il y a tellement d'autres personnes impliquées. Ce qui me semble intéressant, c'est que les gens pensent que les bébés ne reconnaissent pas leur propre mère. Ils pensent que, quelle que soit la mère, le bébé ne fait aucune différence. Néanmoins, si vous allez à la campagne et que vous observez un troupeau de moutons, vous remarquerez que les petits agneaux qui s'y trouvent retrouvent toujours leur mère. Les bébés humains sont tout aussi intelligents. Cependant, nous séparons souvent des bébés humains de leur mère dès la naissance. Je pense que nous devrions faire plus attention à ce que nous faisons. Grâce aux nouvelles sciences neurologiques, nous allons nous rendre compte que ces bébés sont conscients de beaucoup plus de choses que ce que nous croyons. Bien que le fait que d'autres personnes puissent devenir parents soit quelque chose de merveilleux, le bébé sait que la mère n'est pas celle qu'il attendait. Parfois, tout fonctionne très bien et parfois, c'est plus problématique. La maternité de substitution évolue. La méthode traditionnelle consiste à avoir une femme qui fournit non seulement son matériel génétique, en l'occurrence ses ovules, mais aussi son utérus. La tendance est désormais à la maternité gestationnelle, où une femme ne fournit que son utérus et où l'ovule peut provenir de la future mère. Cet ovule peut également provenir d'un donneur. Appeler une mère gestative est un euphémisme destiné à la déshumaniser et à supprimer la relation en la privant du statut de mère. L'un des problèmes de la maternité de substitution est cette intention de couper tout lien entre la mère et son enfant. Ce type de maternité requiert que la mère ne s'attache pas à son enfant.
Nous entendons beaucoup parler des désirs, des souhaits et des besoins des adultes. Mais bien souvent, nous oublions de nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant? Beaucoup de choses se passent dans l'utérus au cours de ces 9 mois. Beaucoup de choses très importantes que l'on ne peut pas laisser de côté. Je me suis rendue à ma visite médicale habituelle et j'ai fait part de sensations étranges que je ressentais à mon médecin et elle a dit « Vous devez directement vous rendre à l'hôpital ». Plus tard dans la soirée, Marvin est venu et à ma grande surprise, son amie femme l'accompagnait. J'ignorais pourquoi il était là. Je suis restée à l'hôpital pendant encore 9 ou 10 jours avant que les enfants naissent. J'ai commencé à ressentir à nouveau le même type de sensation de contraction. J'en étais exactement à la 31e semaine de grossesse, soit 9 semaines avant terme. Marvin était venu assez rapidement. J'ai découvert par la suite que son amie femme était venue aussi et attendait dans la salle d'attente. Comme j'avais subi une césarienne et que j'avais une péridurale, Marvin les a suivis lorsqu'ils ont emmené les bébés. Mais j'ai dû rester sur place car ils devaient me recoudre. J'ai donc dû patienter de nombreuses heures avant enfin de voir mes enfants. Plus tard dans la soirée, quand j'étais sur le point d'aller voir les bébés avec mes amis, une assistante sociale s'est présentée et nous a suivis en nous observant. Elle nous a encore suivis au moment où nous sommes retournés dans la chambre et une fois que nous y étions, elle m'a dit « J'aimerais vous parler en privé si c'est possible ». Si je ne me trompe pas, nous avons affaire à une maternité de substitution, a-t-elle continué. Je l'ai regardée et j'ai dit « Quoi? Je ne suis pas une mère porteuse. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle a répondu « Monsieur McMurray et son partenaire ont appelé l'hôpital pour s'entretenir avec moi et m'ont demandé de les rencontrer car d'après eux, vous n'êtes que la mère porteuse de leur enfant. » Alors je lui ai dit « Vous vous trompez, c'est faux, je ne suis pas une mère porteuse, je suis leur mère. Je n'ai signé aucun document faisant état de maternité de substitution, je suis la mère. » Les choses ont empiré à partir de là. Leur argument, tel que je le comprends, est que la reconnaissance de la maternité pour une femme non mariée est la même que pour un homme non marié. C'est assez novateur. Ils disent que selon la Constitution, la possibilité pour une femme de décider unilatéralement de devenir parent par le simple fait d'accoucher enfreint l'égale protection des lois. Un homme ne peut pas accoucher. La loi est partiale et elle viole l'égale protection. Selon les lois de reconnaissance de la maternité, une femme non mariée utilisant les ovules d'un donneur n'a pas le statut de mère, tout comme le père n'a pas le statut de père s'il n'a pas de lien génétique avec l'enfant. Selon le Code de la famille du Texas, il suffit de donner naissance pour que la relation mère-enfant soit établie. Ce n'est pas qu'elle le sera peut-être, qu'elle pourrait l'être ou qu'elle le sera. Elle est établie. Il s'agissait de ses enfants. Dans le cas présent, le juge a délivré une interdiction temporaire de résidence qui avait été rédigée par le représentant légal du père, ce qui est courant en matière de droit de la famille. J'ai un droit de visite 3 fois par semaine. Ils font appel de la décision stipulant que Cindy est la mère. Il s'agit d'une situation due aux nouvelles technologies. Dans de nombreuses juridictions, il n'existe aucune loi qui pourrait permettre de régler ce genre de litige. Par conséquent, dans la plupart des cas, les tribunaux se réfèrent au contexte de l'adoption ou se tournent vers des lois relatives à l'état civil. Au Texas, par exemple, le tribunal a simplement indiqué que la loi n'était pas spécifique dans ce domaine. La seule chose qu'elle stipule, c'est qu'une femme qui donne naissance à un enfant en est la mère. C'est tout ce que la loi stipule et c'est là-dessus que le tribunal se base. Il s'agit là d'un terrain miné et instable en matière de loi. Comme les lois concernant les technologies de reproduction assistée diffèrent en général d'un État à l'autre, il n'existe pas de réglementation fédérale. Chaque État a la possibilité de décider, mais dans beaucoup de cas, il n'y a rien d'écrit. Au cours du mois suivant, nos relations se sont dégradées. Je n'avais pas d'argent, j'étais sans emploi, je n'avais nulle part où habiter et je n'avais pas le droit de voir mes enfants. Mon avocat m'a dit que c'était moi la mère. Selon lui, j'avais des droits et aucun juge ne pouvait me priver de celui de voir mes enfants. Le juge a confirmé que j'étais la mère des enfants. Pour l'instant, ces droits ne veulent rien dire. Je n'ai la garde des enfants qu'un week-end sur 2. Je n'ai pas de droit de regard sur leur scolarité ou sur toute décision les concernant. J'ai eu des contractions à 32 ou 33 semaines et ils sont parvenus à les arrêter. Elles ont recommencé à 35 semaines environ. J'étais déjà dilatée et prête à accoucher. Je l'ai donc dit à la mère et elle m'a répondu « Oh, ma sœur me rend visite, nous allons venir. » C'est tout. Je n'ai plus eu de contact. Environ 12 heures plus tard, elle a fini par se manifester. Elle m'a dit « Je suis trop malade pour venir. Je ne peux pas venir. Je suis trop malade. »
Ensuite, elle m'a dit que son mari avait attendu toute la nuit dans la salle d'attente. Je lui réponds, « Pourquoi n'étais-je pas au courant? Pourquoi n'est-il pas entré dans la salle ?» À ce moment, je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit, « S'il vous plaît, c'est votre fils. C'est la naissance de votre fils. Et quelqu'un devrait être là pour lui. » J'ai ensuite demandé, « Pouvez-vous demander au père de venir dans la salle ?» Elle a répondu quelque chose du genre, « Eh bien, je ne sais pas ce qu'il en pense et s'il le souhaite. Il est mal à l'aise. » J'ai répété, « S'il vous plaît. » Donc le père est entré dans la salle. Il paraissait très bouleversé. J'étais en colère et si triste pour ce petit garçon. J'ai convaincu le père de rester dans la salle pendant l'accouchement. Il a coupé le cordon. Ils ont mis l'enfant sur la table chauffante, l'ont nettoyé et se sont apprêtés à sortir de la salle et j'ai dit « S'il vous plaît, je peux le voir ?» Alors l'infirmière a pris le bébé et l'a apporté près de moi en se contentant de le tenir en l'air. J'ai presque sauté du lit pour essayer de le voir. Puis c'était fini. Tout le monde est sorti. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux depuis cet instant. Je pense à lui tous les jours. Nous avons quitté l'hôpital ensemble et sommes rentrés à la maison. Cette nuit-là, ils ont pris l'enfant dans leur chambre d'hôtel et l'ont gardé toute la nuit. Je n'avais jamais moi-même pris en considération la façon dont cela pourrait l'affecter. Le fait d'être un bébé et d'avoir passé 9 mois dans mon utérus, puis 5 jours dans mes bras avant d'être emportée. D'un bébé parfaitement heureux, elle était devenue une enfant souffrant de coliques et qui pleurait pendant des heures et des heures toutes les nuits. Elle a été comme ça pendant des mois, enfin plutôt 2 mois jusqu'à son baptême. Quand je suis retournée les voir, je l'ai revue pour la première fois environ 2 mois après sa naissance. Et bien que je ne sois pas restée là-bas longtemps, elle s'est endormie sur ma poitrine presque immédiatement lorsque je l'ai prise dans les bras. Elle était plus qu'heureuse lorsque c'était moi qui la berçais et la tenais dans les bras et elle s'endormait sur moi. Il fallait non seulement considérer sa difficulté en tant que nouveau-né à être séparée de la seule personne qu'elle connaissait avec laquelle elle se sentait à l'aise, mais aussi la façon dont cela allait l'affecter dans l'avenir. La blessure initiale survient lorsqu'un bébé est séparé de sa mère. Les bébés savent qui est leur propre mère grâce à leur sens et lorsqu'ils en sont séparés pour une quelconque raison, le lien prénatal est rompu. L'enfant et la mère subissent tous deux un traumatisme et ils ont l'impression qu'une part d'eux-mêmes s'est envolée. Ils savent qu'il y a une différence, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de pas normal. Et c'est quand ils tombent sur les papiers les concernant qu'ils se sentent trahis, puis soulagés, car ils comprennent ensuite pourquoi ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas à leur place. Ma mère adoptive était sud-coréenne, donc il était évident que les pièces du puzzle n'allaient pas ensemble. Je ne suis pas à moitié coréenne, bien sûr. Ce lien qui caractérise les relations entre une mère et sa fille n'a jamais existé entre ma mère adoptive et moi. Cette fameuse dynamique familiale saine n'existait pas entre nous trois. Donc j'ai été soulagée de savoir pourquoi et de connaître la vérité. C'est ma mère biologique qui m'a donné la première photo de moi. Elle avait été prise au moment de l'échange dans le cabinet de l'avocat. Là-bas, elle m'a tendu à eux, puis ils ont signé tous les papiers. La plupart des considérations inhérentes à la maternité de substitution concernent les adultes, ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent. Je ne crois pas que cela soit toujours favorable aux intérêts des enfants. La première question que je poserais dans ce contexte serait « De quels bienfaits faisons-nous l'apologie? Quels préjudices essayons-nous d'éviter ?» Les premiers préjudices qui me viennent immédiatement à l'esprit et qui me paraissent évidents sont les conséquences sur les enfants. Jusqu'à quel point sont-ils en mesure de se comprendre? Existe-t-il un risque de préjudice psychologique plus important d'un régime juridique à l'autre? Y a-t-il un risque de préjudice physiologique? Cela concerne tout particulièrement la fécondation in vitro et de nombreuses questions intéressantes et graves peuvent toujours être posées concernant la sécurité de cette méthode, non seulement pour les enfants nés de ces interventions, mais aussi pour les femmes impliquées. L'affaire Baby M, au New Jersey, est une affaire plus ancienne qui traite de la maternité de substitution traditionnelle. Le tribunal du New Jersey s'est beaucoup prononcé sur le bien-être de l'enfant et a fait part de ses sérieuses préoccupations concernant le préjudice social et les dommages personnels que pourraient provoquer les pratiques répandues de maternité de substitution. Nous ne disposons pas d'une grande quantité de données empiriques sur les préjudices à court et à long terme pour l'enfant ou n'importe quelle autre personne impliquée dans ce processus. À mon avis, s'il existe un risque réel de préjudice grave, la chose la plus prudente à faire pour la justice serait de prendre un peu de recul, d'imposer un moratoire et d'exiger que soient effectuées des recherches très approfondies et sérieuses sur la nature de ces préjudices. Je pense qu'il est irresponsable de se lancer à toute vitesse dans un projet pouvant impliquer de sérieux préjudices que nous ne connaissons même pas.
Les tribunaux doivent se poser les bonnes questions et je pense que la plus importante est de déterminer ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Nous vivons une époque où cette technologie se développe de façon démesurée. Et nous devons prendre des précautions à l'égard de celle-ci, ainsi que des mots que nous utilisons pour en parler à ces enfants. Le sentiment que j'aimerais qu'ils conservent est qu'ils étaient extrêmement désirés et aimés. D'un point de vue professionnel, je pense que la meilleure des choses est qu'il n'y ait pas de secret, que rien ne soit anonyme. Les secrets sont comme des bombes à retardement. Ils explosent un jour ou l'autre. C'est juste une question de temps. Chaque personne devrait connaître la façon dont elle a été conçue. Je crois qu'il est important d'être honnête et franc et d'en parler très tôt, afin que les enfants en aient pleinement conscience dès leur plus jeune âge. Lorsque l'on parle de maternité de substitution, on pense à un couple qui veut avoir un enfant et à une personne qui accepte d'avoir l'enfant pour eux. D'autres personnes, comme les donneurs d'ovules ou de sperme, sont parfois également impliquées. Il y a des tas de personnes impliquées, mais je pense à ce qui n'est jamais pris en compte et il s'agit bien trop souvent de l'enfant lui-même. La base de l'existence de cet enfant repose sur un contrat, un accord et le plus souvent sur l'argent. Cela n'est pas du tout dans son intérêt. Nous ne devrions pas avoir la possibilité d'accepter de l'argent en échange de nos enfants. Je suis une militante féministe et je défends les droits de la femme depuis longtemps. Je m'intéresse particulièrement aux problèmes relatifs à la marchandisation de la femme et de son corps. Au sein de la communauté féministe, il existe toute une variété de positions concernant le choix des femmes et leur droit à disposer de leur corps comme elles l'entendent. Bien évidemment, la prostitution et la pornographie sont naturellement évoquées, avec des défenseurs du droit des femmes qui affirment que lorsqu'une femme choisit de vendre son corps par l'un ou l'autre de ses moyens, elle doit être en mesure de faire ses propres choix et de faire ce qu'elle veut de sa vie, de son corps et d'elle-même. La capacité de l'industrie de la fertilité à générer des bénéfices importants repose sur des apports constants, qui sont des femmes fournissant leurs ovules et leur corps. Ces mêmes femmes ne fournissent pas uniquement leur utérus, car au cours de la grossesse, c'est leur corps et leur système tout entier, ainsi que tous leurs organes, qui sont impliqués dans le développement du fœtus. Donc, elles ne louent pas que leur utérus. Elles louent également l'ensemble de leur corps, ainsi que 9 mois de leur vie. C'est un peu comme la marchandisation des organes humains. Payer une femme pour qu'elle loue son utérus et ses ovaires, qu'elle risque une intervention chirurgicale ou la mort, cela revient à donner un rein. Bien sûr, nous comprenons ce que ressentent les personnes stériles, mais nous devrions aussi penser à ces femmes pauvres qui ne sont pas toujours libres dans leur choix. De nombreux avis suggèrent que les personnes qui choisissent de devenir mères porteuses sont en général des femmes qui vivent dans la pauvreté ou dans des milieux socio-économiques défavorisés et qui ont, par conséquent, besoin d'argent. C'est encore plus vrai lorsqu'on parle du contexte international. Par exemple, dans le cas de femmes indiennes pauvres qui sont enrôlées. Ces femmes, souvent illettrées, signent les formulaires d'autorisation avec l'empreinte de leur pouce. Suite à la mort récente de mères porteuses en Inde, les autorités ont décidé d'établir des lois plus sévères. Par exemple, les couples qui souhaitent se rendre en Inde pour signer un contrat de maternité de substitution doivent être hétérosexuels et mariés. Vous devez venir d'un pays où les contrats de maternité de substitution sont reconnus. Nous avons engagé une équipe et sommes allés en Inde pour connaître l'histoire de ces femmes. Mais à un moment, lors d'un tournage, le personnel de l'agence est clairement devenu suspicieux car les questions que nous posions aux mères porteuses lui faisaient croire que notre équipe n'était pas en faveur de la maternité de substitution. La caméra de l'équipe de tournage a donc été endommagée. Ensuite, ils ont confisqué la bande. Un autre jour, nous avions organisé une journée de tournage avec des mères porteuses en Inde. Mais l'événement a été surveillé de près par le personnel de l'agence qui était présent. Et l'équipe a senti que les femmes ne parlaient que de la façon exceptionnelle dont elles étaient traitées et de combien il était merveilleux d'être mère porteuse en Inde. Ce que nous constatons maintenant, c'est que du fait que l'Inde a renforcé ses lois en la matière, le marché se déplace vers la Thaïlande et le Mexique. C'était plus difficile pour moi d'oublier, car je m'étais attachée à lui. Le lien maternel était établi. Je me sentais comme la mère de ce petit garçon. Je devais être sa mère.
et je ressentais ce besoin de le protéger. C'était mon devoir de le protéger du reste du monde. Le monde entier était contre lui. J'avais établi ce lien, cette connexion avec lui. Et je ne le regrette pas. Je pense que la maternité de substitution ne devrait pas se passer comme cela. Alors que les mères porteuses sont toujours à l'hôpital et qu'elles se sentent encore désorientées, on leur demande de signer ces documents finaux. Plus on laisse le temps à la personne de réfléchir à ce genre de choses, mieux c'est. Je pense que personne ne peut être le propriétaire de l'enfant d'une autre. Tout s'est écroulé lorsqu'elle a eu à peu près 6 mois. Ils l'ont prise, sont partis et je ne savais pas où ils étaient allés. Je n'ai pas su où elle était pendant des mois et des mois. J'ai fait appel à des détectives privés pour la retrouver et à partir de là, nous nous sommes directement retrouvés devant les tribunaux. Elle n'était pas qu'une simple idée qu'on pouvait mettre sur papier. Il ne s'agissait plus d'une simple notion, c'était un vrai bébé. Je pense que toute forme de maternité de substitution devrait être interdite. Cela revient à acheter et à vendre des enfants. La mère porteuse n'est pas considérée comme un être humain. J'ai été cataloguée comme une incubatrice. Je n'ai pas de nom. Je n'ai été qu'un utérus porteur et je suis toujours considérée comme tel. Être obligé d'essayer de construire une famille en sortant des sentiers habituels est très stressant. Je pense qu'il est très difficile pour nous de porter un jugement sur ce que font ces personnes, de dire si c'est bien ou mal, ou de considérer s'ils devraient le faire ou non. Nous essayons simplement de nous assurer que nous faisons notre possible à notre niveau pour leur offrir les meilleures opportunités possibles d'un point de vue médical et en laboratoire. Malheureusement, ça ne marche pas toujours. Ce que nous constatons vraiment dans notre travail, c'est que la famille, c'est l'amour. Et l'époque de la famille composée d'une mère, d'un père et de 2 enfants est dépassée. Vous savez, nous vivons désormais dans une société où le divorce est récurrent. Il y a un grand nombre de parents seuls et d'enfants élevés par leurs grands-parents, ainsi que de nombreuses familles de divorcés ou du même sexe. Je pense qu'il est important que des recherches portant sur tous les aspects de la fécondation in vitro continuent et que nous nous basions par la suite sur les problèmes mis en évidence au cours de ces mêmes recherches. Je pense vraiment que cela peut être quelque chose de merveilleux. Mais vu le prix qu'une femme peut payer dans certaines situations, ça ne vaut pas le coup. Dès le départ, j'ai dit aux 2 couples que je ne cherchais pas à effectuer une transaction commerciale. Je pense que le second couple a considéré cela comme une transaction commerciale dès le début. Ils voulaient payer quelqu'un pour mettre leur bébé au monde. Quand j'y repense, j'ai le sentiment que ces enfants ont été achetés. Lorsque les grands médias traitent du sujet de la maternité de substitution, ils se concentrent presque exclusivement sur le don de la vie. Ils présentent un couple stérile qui souhaite désespérément avoir des enfants, mais qui n'y est jamais parvenu malgré ses tentatives. Et voici cette femme, merveilleuse, altruiste, attentionnée et affectueuse, qui accepte de jouer pour eux le rôle de mère porteuse. C'est connu dans le monde entier comme la jungle de la reproduction par l'entremise d'un tiers, et c'est pour cela que les États-Unis sont les seconds fournisseurs de mères porteuses après l'Inde, parce que pratiquement tout est permis. En Europe, qui est l'endroit du monde le plus proche des États-Unis d'un point de vue culturel, social et politique, la maternité de substitution est considérée comme une pratique médicale illégale. Donc vous avez des gens fortunés, homosexuels ou hétérosexuels, qui souhaitent avoir un enfant avec lequel ils ont un lien biologique et qui considèrent cela comme un dû. Donc que font-ils? Ils doivent, par définition, dénicher des femmes dont la situation financière est précaire et qui recherchent désespérément des revenus supplémentaires. Personnellement, je suis entièrement contre. Je ne comprends pas le but de cela. Je pense qu'il existe déjà beaucoup trop d'enfants à la recherche d'un foyer dans le monde. Il faut davantage sensibiliser les gens sur les faiblesses de la maternité de substitution. Il est trop facile de considérer la maternité de substitution en se basant sur ses propres besoins, ses propres désirs et la façon de les satisfaire. Il est bien plus difficile de considérer la façon dont cela peut affecter l'enfant. Mes enfants sont merveilleux, ils sont
tellement adorables et ils sont tellement doux et calmes. Les gens disent, mais ça vous coûte beaucoup d'argent. Vous n'avez aucun lien génétique avec votre enfant. Vous pourriez les laisser être payés en tant que mère porteuse et procéder à une adoption. Je vous assure qu'il est impossible de faire cela. D'un point de vue émotionnel, il m'est impossible de laisser mes enfants. Je pense qu'il est important que nous entendions et écoutions ces histoires. Les femmes ne sont pas des réceptacles vides. L'utérus ne fonctionne pas de façon arbitraire. Il y a là un risque de créer une sous-catégorie de femmes uniquement destinées à enfanter. Les femmes ne sont pas des machines à reproduire. Nous devons prendre les enfants en considération. Je me souviens que j'étais dans ma voiture et que je conduisais vers l'aéroport. Je ne me rappelle même pas de la façon dont la conversation a démarré, mais je sais de quoi nous avons parlé. À 5 ans environ, elle était très attentive et concentrée sur les apparences. Maman, nous avons les mêmes cheveux. Maman, nous avons les mêmes yeux. C'est ce que j'ai qui ressemble à papa, et c'est ce que j'ai qui te ressemble. Ce que je veux dire, c'est que c'était en permanence. Lorsqu'elle était là pendant ses visites, elle passait son temps à parler de nos ressemblances, de nos différences, de la façon dont elle me ressemblait, de la façon dont nous étions différentes. Elle parlait aussi de mes 3 autres enfants qui n'ont pas les mêmes cheveux ni les mêmes yeux que moi, et dans sa petite tête, elle n'était pas en mesure de comprendre cela. Alors elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit de la façon la plus innocente qui soit, « Nous avons les mêmes cheveux et les mêmes yeux. Pourquoi m'as-tu donné et les as gardés, eux ?» À 5 ans. Son raisonnement est le suivant. « On se ressemble, maman. Pourquoi m'as-tu donné ?